Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre débat économique de la semaine. On vous parle d'un thème d'actualité comme chaque mercredi, à la fois économique et politique, car actualité oblige. Alors depuis le début de la révolution du 22 février, des voix de la société civile s'élèvent et préviennent contre ce qu'ils pensent être une fuite massive des capitaux en devises. Ils ciblent des familles d'industriels proches de l'ancien président Bouteflika et des personnalités politiques également. Des sommes astronomiques sont évoquées régulièrement sur les médias. On essaie ce soir d'y voir un peu plus clair, de vous expliquer si cela est possible de transférer autant d'argent en si peu de temps, de transférer aussi, et puis de quelle manière. Y a-t-il un moyen de stopper cette effusion? N'est-il pas trop tard pour la stopper? Alors que, sachez qu'un comité de veille et de suivi des transferts en devises vers l'étranger vient d'être créé par le département des Finances pour, en somme, faire le travail de la Banque centrale, ou presque. On se demande ce soir notamment que fait le département des Finances pour faire face à cette situation qui commence à prendre des proportions très importantes, notamment aux yeux des Algériens. Et pour vous apporter l'information la plus complète, sachez que nous avons invité l'Association des banques et institutions financières, mais ils ont refusé de participer à notre débat en raison du choix de nos invités. Nous avons aussi invité un représentant de la Banque d'Algérie, sans succès encore une fois, la raison cette fois étant que actuellement la Banque centrale n'a pas de gouverneur et donc pas de responsable pour autoriser qui que ce soit à venir participer à ce débat. Voilà, vous savez tout sur la thématique. Je vous présente à présent mes invités. Je reçois M. Farhat Aïtali, analyste financier, bonsoir. Je reçois M. Ali Bey Nasri, président de l'ANEXA, l'Association nationale des exportateurs algériens. Oui. Bonsoir. Et M. Abdelrahman Ben Khalfa, ancien ministre des Finances, actuellement conseiller en finance. Merci d'être avec nous. Si. Alors le thème, on parle donc de cette veille, on commence par parler de cette veille qui est engagée par un comité créé par le ministère des Finances. Première question, est-ce que vous pensez que ce comité qui a été créé, qui vient d'être créé, va permettre de faire un travail plus efficace que ce qu'a pu faire aujourd'hui les banques et la Banque centrale aussi en termes de veille, puisqu'on ne parle pas de contrôle. Monsieur Farhat Aïtali. À partir du moment où nous créons un comité de veille qui surveille quelque part les opérations qui étaient censées être sous le contrôle justement des deux autres entités, en l'occurrence la Banque centrale, la Banque d'Algérie, et les banques primaires, les banques commerciales. Donc à partir de là, on remet en cause de facto la fiabilité des deux premiers filtres de contrôle. Mais maintenant, qu'est-ce qui garantit qu'un filtre qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, et un filtre en plus qui vient d'être créé de manière empirique, sans aucun texte de référence, parce que quand on crée quelque chose, une structure... Il faut un texte légal pour créer un comité. Et oui, pour que cette structure puisse avoir un droit de regard. Parce que là, on est en train de parler d'un comité de veille. Un comité de veille est censé avertir les autres... Est-ce qu'il parle de veille en amont ou en aval? Justement, tout le problème est là, il n'a pas précisé. Parce que si c'est en aval, ce n'est plus un comité de veille. Parce que là, il va constater les dégâts occasionnés, d'après lui, par les deux autres entités. Oui. Maintenant, c'est un comité qui justement signale les anomalies a priori. Comment saura-t-il qu'il y a des anomalies en amont? En amont, ça veut dire qu'une banque primaire, donc ne dit la domiciliation, elle va la répercuter non plus même à la Banque d'Algérie pour aval, mais à ce fameux comité qui est constitué de qui? Alors, il y a l'association des banques et établissements financiers, il y a les gens du département des Finances. Il se trouve que c'est les partis suspects. Les partis, justement, que ce comité suspecte de ne pas avoir fait le boulot. La BEF, elle représente toutes les banques primaires. Je crois que ça ne tient pas la route. Et en plus, on dit des fonctionnaires du ministère des Finances. Ça ne veut rien dire, des fonctionnaires du ministère des Finances, dans un texte constitutif d'une structure de contrôle. Oui. Des fonctionnaires, le parking, jusqu'au directeur général des impôts, des douanes. Bon, peut-être qu'ils sont encore dans la réflexion par rapport aux membres. Abdelrahman Ben Khalfa, votre point de vue. Moi, je regrette trois choses. Un, je regrette que la communication, ça fait 3 semaines, 4 semaines. Mes amis des médias me permettent de m'exprimer et je m'exprime tous les jours. Je regrette que la communication institutionnelle, à laquelle j'en ai appelé de tous mes voeux, ne s'installe pas. La confiance en matière bancaire et financière, pendant les périodes d'incertitude, est fondamentale. Et donc, je regrette que nos amis de la BEF, des banques, de la Banque d'Algérie, il n'y a pas de gouverneur, mais il y a des responsables, ne soient pas dans ce débat institutionnel. 2, je regrette aussi de la formulation du comité.
le fameux comité donne l'impression maintenant de décrédibiliser toutes les structures. Il y a 2 niveaux de vigilance. J'en ai appelé. Pendant cette période, il faut une vigilance. Il y a une vigilance sur les flux consolidés. Journellement, et c'est ce que j'avais fait pour le budget, quand j'étais ministre, journellement, on sait combien de dollars sont sortis par rapport aux 5 dernières années. Et dès qu'il y a une petite boursouflure, on dit, ah, il y a quelque chose. Donc il y a un niveau de consolidation au niveau central, de consolidation flux. Quand vous dites central, c'est-à-dire au niveau de la banque? Mais consolidation centrale. au niveau pays. Mais tel que c'est écrit, pour regarder le niveau, la conformité à la réglementation, ce sont les dossiers qui sont dans les banques, dans les agences. Et les banques ont une méthode qui est très claire, non seulement qui ils ont une consiste méthode, à demander des documents. Ils ont des profils, ils ont des, vous avez des gens qui ont un profil de compte, ils connaissent les personnes, ils connaissent les... Et vous avez une boîte à outils. D'ailleurs, dans le comité, il n'y a pas les douanes, je ne comprends pas pourquoi. Alors que les flux financiers sont dans la responsabilité des banques. Mais les flux physiques sont à la responsabilité des douanes. Bah oui. C'est et les douanes qui pourraient éventuellement contrôler est-ce que la valeur déclarée est conforme... Souvent, il y a là les failles. Nous avons mis beaucoup de dollars. J'en fais un témoignage. Moi, personnellement, j'ai participé beaucoup au scanning. Parce que vous avez des milliers de choses qui rentrent. Donc, il a été mal formulé. Il a donné l'impression de décrédibiliser. Décrédibiliser les banques, décrédibiliser, oui, non seulement les banques. Et ça tend un petit peu la perche aux nombreuses personnes qui aujourd'hui sont en train de dire que les banques algériennes ont laissé sortir de l'argent. Par contre, il y a la responsabilité d'une vigilance, plus qu'avant tout, au niveau des banques et des agences. Il y a quelque chose de cocasse dans cette histoire-là, c'est que la partie qui a initié ce comité, qui décrédibilise toutes les banques, y compris la Banque d'Algérie, était gouverneur de la Banque d'Algérie. Comme les opérations suspectes ne datent pas de 2 semaines, mais de plusieurs années, donc on décrédibilise qui? C'est quand même curieux de dire que la Banque d'Algérie n'a pas fait son boulot. Je trouve que c'est cocasse quand même comme position. Oui. Monsieur, mais moi je pense que c'est beaucoup plus... disons, un traitement psychologique vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la population. Oui. C'est uniquement ça. Une pression. Voilà, on réagit toujours sous la pression pour dire, écoutez, nous, on a mis un comité, il va veiller sur ça, mais c'est du pipeau. Ça, c'est clair et net. C'est évident, c'est une consommation, c'est un effet d'annonce destiné donc à la société pour leur dire, voilà, on va surveiller. C'est archi faux, parce que comment on va interdire? Comment surveiller quoi? Sur quelle base? Vous avez des secteurs publics, vous avez des secteurs privés en matière de banque. Sur quelle base on va dire de ne pas transférer si c'est conforme à la réglementation? Est-ce que les gens vont transférer des milliards sans contrepartie, sans domiciliation? Je ne pense pas. Donc, et aussi, le ministre des Finances, s'il y a eu donc par le passé, il a été gouverneur de la Banque d'Algérie. D'abord, la question se pose. Pourquoi il est passé de gouverneur de la Banque d'Algérie en ministre des Finances? Est-ce qu'il y a eu le feu? Pour la première fois, une Banque d'Algérie, donc, qui n'a pas d'autorité, il est président de l'autorité monétaire, il est président du Conseil de la monnaie et du crédit. Donc, en l'absence, on n'a jamais vu depuis, je pense sous le contrôle de notre ami Abdelrahman, on n'a jamais eu une vacance au niveau En plus, Ça peut être une période très sensible. Et ça obéit à quoi? Qui commande actuellement la Banque d'Algérie? Vous avez des vis... En 90, il y avait un système donc en cas de décès, le premier vice-gouverneur le remplaçait. Il n'existe plus. Mais on sait que le gouverneur de la Banque centrale a toujours été directement connecté à la présidence. Il n'est pas tributaire comme beaucoup le croient. Au départ, c'était un mandat non récusable et non renouvelable de 10 ans. Unique, la présidence n'a aucun droit de regard. On l'a trituré, on l'a encore trituré. On va dire les 10 dernières années. Non, en 2003, on commençait les bricolages de la sur la monnaie et le crédit. On bat la suite. La première. On va dire que le dernier amendement a beaucoup rapproché les relations entre le gouverneur et le président de la République. Actuellement, quel indicateur ça donne que de ne pas avoir de gouverneur? C'est une faille importante. Bien sûr. Parce que durant les périodes de transition, ce n'est pas l'exécutif qui... L'exécutif gère les affaires courantes. Dans toutes les transitions, la Banque centrale, c'est la colonne vertébrale. C'est la Banque centrale qui sécurise
le reste du monde. C'est la Banque centrale qui sécurise l'intérieur. C'est la Banque centrale qui maintient la vigilance de toutes les cellules. C'est la Banque centrale qui met des opérations d'alerte. C'est la Banque centrale qui veille sur la chose bancaire et financière, plus que tout autre. D'autant plus que la Banque centrale ne dépend pas de l'exécutif. Elle est autonome, elle est constitutionnelle. Donc actuellement, ça fait 3 semaines que nous sommes sans gouverneur. C'est comme si vous dites un ministère sans ministre, ou une wilaya sans wali. Et donc il y a urgence. Et de là commence toute la communication claire ou bien public. Que jusque-là, la Banque centrale a fonctionné sans... Non, mais ce qui paraît curieux... avec ses cadres, avec ses responsables. Ce qui paraît curieux, c'est que la même Banque centrale qui n'a pas de gouverneur depuis 3 semaines, et dont le gouverneur est présentement ministre, elle prend une note dans laquelle on va en reparler dans un petit moment, justement. Le financement non conventionnel. Mais ce n'est pas... Qui est derrière cette note, justement? Parce on va en parler dans un tout petit moment. Moi, je voudrais juste qu'on en finisse plus ou moins avec ce comité. Je rappelle qu'on souhaitait que ce débat soit dans l'objectivité la plus totale, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des opinions. N'ayant pas, encore une fois, avec nous les représentants de l'ABEF, je vais vous poser la question à vous, désolé, Ali Beynasri. Dans ce cas où ce comité devait donc se mettre à veiller et à vérifier les opérations, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour les opérateurs? C'est-à-dire qu'il va y avoir des lenteurs qui vont se créer. Il n'a pas les moyens. Seuls les instruments que tout le monde connaît sont en mesure de vérifier en premier lieu la douane. Il y a une chose qu'il faut dire. Est-ce que ce comité... Je dis, est-ce qu'il y aura des lourdeurs sur les procédures? Quel est cette feuille de route? Est-ce qu'il est ciblé? Est-ce qu'on a dit... Parce qu'il faut avoir quand même des mesures prudentielles. Qui va être visé? C'est pas tout le transfert. Donc il y a des personnes qui sont visées, il y a des sociétés. Et ça c'est très simple. La douane peut le faire. Parce que les banques ont le parcours des importateurs et les douanes ont le parcours. La douane a un contrôle a priori, qui est son outil principal, elle a un contrôle a posteriori avec une structure de CERT. Et elle a maintenant une base... Il y a aussi, il y a au niveau du ministère des Finances CTRF. Oui. Non seulement CTRF, il y a plus que CTRF, il y a le fichier national des fraudeurs. Mais les fraudeurs, il faut revenir justement sur ce il y a beaucoup d'instruments sur ce fichier national des fraudeurs qui a été à un moment donné un instrument de casse économique aussi. Oui, il a été large. Parce que le fichier en question était alimenté en dehors de toute décision de justice par pouvoir discrétionnaire, mais quand quelqu'un était inscrit dans ce fameux fichier, le temps d'avoir gain de cause en justice, il ne pouvait pas être enlevé. Interdiction du alors que la logique aurait voulu mais indépendamment, l'instrument existe. Oui, il existe. Les instruments. La douane a une base de données normative. Si vous importez de la viande demain, elle sait la viande combien ça coûte en milliers de dollars le kilo. Vous ne pouvez pas la multiplier par 5, par 6. 2 choses, il faut les séparer. 2 choses. 1, le contrôle de la surfacturation doit se poursuivre. Mais en période normale, avec des instruments modernes. Ça, c'est quelque chose... Il y a des moyens. Il y a des moyens. Il y a des moyens de vérification, qu'on n'a pas osé le faire. Ça, le contrôle. Mais en dehors d'une période de transition, durant la période de transition, il y a une vigilance, une alerte. Il faut la faire par les structures qui ont la charge. Qui existent déjà. Qui bénéficient les démembrements. Les agents. Mais aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a énormément de transferts. Et donc, c'est-à-dire qui dit ça? Ces instruments n'ont pas été La Banque d'Algérie, je vous rappelle, Madame Imen, que la Banque d'Algérie, même son gouverneur, a fait circuler une note, il n'y a même pas 2 semaines, dans laquelle elle dit qu'il n'y a pas d'emballement. Oui. On n'a pas vu le mois, la première semaine d'avril ou la première semaine de mars, on n'a pas sorti plus d'argent que la première semaine de mars 2018 ou 2017. Officiellement, il n'y a pas eu plus de transferts illicites, c'est bien ça? Mais c'est quoi le transfert illicite? Il peut y avoir un recul des transferts globaux, mais sans qu'il y ait un recul des transferts illicites. Bien sûr, ça et la facture de commerce extérieur ne dépend pas que des quantités importées, ça dépend aussi des cours mondiaux de certains produits. Vous savez que les céréales, ça fluctue de 30-40% entre saisons. On peut en parler à ce sujet-là. Donc il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a beaucoup à boire et à manger. Il faudrait cibler les niches de surfacturation. Et on les a ciblés, ça fait des années, quand tout le monde était content de la politique économique suivie. Quelqu'un qui veut surfacturer, il va tout droit, premièrement, à des produits qui n'ont pas de taxes, qui sont exonérés de droits et taxes. Pour leur qualité de produits franchisés, comme le halib ou les céréales ou quelque chose comme ça, ou bien sur des investissements. Et là, j'ai toujours dit que l'on dit
été la principale source ces dernières années de surfacturation. Premièrement, parce que c'est zéro droits et taxes, la franchise sur les investissements. Deuxièmement, parce que l'évaluation d'un équipement est fort difficile, même techniquement. Et en plus, nous avons le circuit vert qui permet auprès de la il fallait promouvoir l'investissement aussi. Non, mais promouvoir l'investissement, non, d'accord. Écoutez, de toute façon, tout le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais il faut des verrous de contrôle. Toutes les mauvaises combines. Mais c'est plutôt le contrôle qui n'a pas été au rendez-vous. C'est pas le fait d'avoir aidé les investisseurs à investir. On n'a pas aidé les investisseurs à investir. Les investisseurs. En leur détaxant, en tout cas, sur les importations, c'est le cas. On a cassé les investisseurs. On a aidé des contrebandiers à transférer des devises. Moi, j'ai vu des dossiers dans lesquels c'est de 8-10 fois le montant international des équipements qui a été transféré. Oui. On a vu des investissements de 34 milliards de dinars composés d'un hangar et de 2 tournevis. Donc vous me dites que la douane n'a pas fait son boulot, ça veut dire que cette douane elle a fait pour 80% des cas. Allez-y à Bourg-Bariri, vous avez la meilleure zone d'activité. Ce n'est pas Non, je suis allé à Bourg-Bariri. Je pense qu'il parle de secteur mécanique. Je suis allé à Bourg-Bariri. On n'est pas en train d'exporter maintenant des iPhones. On n'exporte pas des iPhones. On importe des trucs en devises qu'on revend à des prix inférieurs à leur coût d'importation. Bourg-Bariri joyeux, hein. Tout ce qui a été fait comme projet pseudo-industriel les 10 dernières années relève du banditisme pur et simple. Et je n'exagère rien. On revient au comité, parce que l'industrie, si on y rentre, on n'en ressort pas. Je vais reposer quand même ma question, je vais être embêtante ce soir. Si tant est ce comité devait opérer, est-ce que demain, le commerce extérieur risque de souffrir de lourdeur au niveau des procédures? Aujourd'hui, nous sommes déjà très mal notés sur le plan de la notation risque, notamment de type COFAS par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que la note baisse encore davantage au regard de cette incertitude et de ces différentes couches de contrôle ou de veille qui peuvent s'opérer? Mais c'est très important qu'on aura on va donner les plus mauvais signaux. Je vous donne un exemple. Nous sommes à la veille de la publication du rapport trimestriel de la Banque d'Algérie. Seul le gouverneur peut le faire. On ne va pas le faire. Aucune modification dans la réglementation d'échange ne peut se faire, sauf les notes. Les règlements et les instructions sont les prérogatives du gouverneur de la Banque d'Algérie. Oui. Donc, tout ce comité. Mais de l'autre côté, nous, peut-être on risque de tromper les gens qui ne savent pas. Parce que je vous dis, c'est une consommation interne. De dire on va veiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette feuille de route? Combien il y a de transferts par jour? Combien il y a de transferts de domiciliation par jour? Combien? Donc maintenant, si c'est pour certaines personnes... Y a-t-il moyen justement de veiller à ce que des opérations telles que, vous le citiez, d'usines tournevis soient encore une fois Maintenant c'est bon. en place? Les gens qui sont à l'origine de la fraude, ils ont pris leur disposition. Maintenant, ils seront tout à fait clean. Ils ne vont pas oser, sachant qu'ils sont exposés. Ça, c'est clair et net. Vous pensez que les contrefacteurs ne vont plus contre... Ils ont fait ce qu'ils ont fait, le max. Je pense qu'ils ont rempli les caisses. Ils avaient un parapluie, le parapluie n'existe plus. C'était au moment du flottement. L'ambiance n'est plus une ambiance. Ils ont pris peut-être des valises. Personne ne le sait parce qu'il y avait des jets privés. Ils ne vont pas faire... Maintenant, il y a à l'intérieur, tout le monde les connaît, il y a des usines qui tournent. J'espère que ces usines n'ont pas été touchées. L'outil de production, ils vont continuer à importer. Mais les transferts, quand on les pense, moi je suis intimement convaincu que c'est une consommation interne de dire à tout le monde, parce que j'y crois pas du tout. Ce n'est pas une personne de la BEF, de la Banque d'Algérie ou du ministre des Finances qui vont gérer quoi que ce soit ou qui vont contrôler quoi que ce soit. Ce sont des réglementations opérationnelles qui sont appliquées par les agents, par les milliers d'agents qui travaillent dans les agences et qui ont une réglementation de bout en bout. Donc le comité 1, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas transférer aussi facilement qu'on ne le pense, comme vous le disiez, des millions de dollars. Si on a un jet. Maintenant, il y a un poste important. On ne peut pas. Il y a un poste important, et dont on n'en parle pas beaucoup. Le meilleur moyen de transférer de l'argent, c'est les services. Personne ne contrôle. Oui. Personne ne contrôle. C'est au niveau de la Banque d'Algérie, normalement. Théoriquement, mais personne ne contrôle. La douane n'a pas accès. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs... Alors, les services, je parle un peu sur le contrôle de mes amis, c'est des spécialistes. L'Algérie importe en moyenne 11 milliards de dollars de services.
Nous sommes les plus gros importateurs de services dans tout le bassin méditerranéen. Nous exportons une moyenne de 3 milliards de dollars. Donc le déficit est annuellement de 8 milliards. Donc à l'intérieur des importations de services, vous avez bien sûr le fret maritime, parce que ça nous coûte beaucoup d'argent, avec tout ce qu'il y a comme pompes à transfert, comme les ports secs, comme les frais de manutention portuaire. On gonfle au maximum donc les comptes d'escale. Vous avez donc on a donc donné instruction au niveau de la Banque d'Algérie pour limiter à 90 jours l'immobilisation des conteneurs. Vous avez toute l'assistance technique. Toute l'assistance technique, c'est notamment ces euros, les études, les data, tout ça. Et donc dans les installations d'équipement, donc c'est fabrication de l'équipement et l'assistance technique. Moi j'appelle, et surtout moi je connais des entreprises qui font énormément d'appels au service. Et le service c'est quoi? Je viens, j'emmène des gens qui sont liés donc à l'entreprise et tout, de l'autre côté, aux fournisseurs d'équipement, ils viennent, ils restent 10 jours. C'est 20 millions de dollars. Au frais de la princesse. 30 millions de dollars, une fin du tourisme. Qui va vérifier? Mais le poste des services, il est énorme. Et là, personne ne peut le vérifier. Je parle un peu sur le contrôle de mes amis. Personne la Banque d'Algérie peut... Personne. Si, ils ont des bases de données. Contrôle, vous ne pouvez pas faire une étude. La même étude, vous ne pouvez pas la faire à 1 million et à 20 millions. Oui. Mais c'est un moyen, en dehors de la transition, c'est un moyen structurel. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les gouverneurs ont essayé un peu de serrer, parce qu'on a reculé sur les biens. On a sous le viseur certains et on n'a pas d'autres. Il faudrait qu'on se mette d'accord. Ça, on l'a compris. Hein, voilà, ça c'est clair et net. Quand on parle de similitude de dossiers, dans une étude, il est difficile de comparer les études. Elles sont disparates déjà dans le même secteur. Ça. On ne peut pas... évaluer aussi le salaire d'un consultant, évaluer la prestation d'un spécialiste. Il y a pire que ça. Il y a des salaires d'employés expatriés. C'est des employés à demeure, un permis de séjour et un permis de travail en Algérie. Oui. Et j'ai beaucoup du multinational, particulièrement dans le domaine pétrolier. Je l'ai constaté de visuel, physiquement, leurs compétences, leurs qualifications réelles sont en deçà de la main-d'œuvre algérienne, au même grade. Et de la quantité à laquelle on la rémunère. Faramineux, vous me ramenez un petit technicien en forage. Il dit 15 000 $, alors que son équivalent algérien, qui n'est pas un petit technicien, il est très bien formé, il dit 70 000 dinars, il se retrouve au Qatar ou à Oman, où lui-même il touche 20 000 $. Je trouve quand même curieux d'expatrier notre main-d'œuvre, faute de bons salaires, pour importer de la fausse main-d'œuvre. L'histoire qui fait aussi l'une des histoires qui font le plus mal, elle n'est pas complètement officielle, mais on parle de cet opérateur de téléphonie mobile qui a été racheté par l'État quand même, et qui quand même encore se permettrait encore des surfacturations de services, alors que l'État l'a acheté à la devise forte, une devise qui va se tarir en 2021. Aujourd'hui, la situation continue. Est-ce que des opérateurs comme cela doivent être contrôlés? Ce fameux opérateur dont vous parlez, l'État l'a racheté malgré ses propriétaires. C'est une ferme. Va racheter de manière... On applique justement la fameuse ADFC 2009 avec cette histoire-là de droit de préemption, mais avec une lecture typiquement algérienne. Parce que le droit de préemption... Il ne faut pas mettre sur le dos des flux les écueils d'une gouvernance publique et d'une gouvernance administrative. La chose dont vous parlez... Non, je dis qu'il faut contrôler 2 fois plus lorsqu'il s'agit de bien de l'État. La gouvernance publique, le fait que les entreprises soient 100%, le processus administratif, les conseils d'administration. Moi, j'ai beaucoup lutté, je ne suis pas arrivé à mettre des administrateurs indépendants dans les entreprises publiques et pas des administrateurs représentants. On n'est pas arrivé, la gouvernance publique a fait plus d'écueils que la... Je vais vous donner un indice. Un indice. Même la réglementation d'échange encourage le transfert. Je vais vous dire pourquoi. La franchise n'est pas reconnue. La franchise n'est pas reconnue en Algérie. Et comment ils sont payés? Donc toutes les enseignes qui sont chez nous. Vous parlez des non matérialisés. La franchise. Nous avons des produits laitiers qui sont franchisés. Logiciel, mais la Banque d'Algérie vous paye pas un téléchargement. Nous avons donc tous les représentants, toutes les enseignes qu'il y a en Algérie, je ne vais pas les citer. Non, il ne faut pas, non. Mais comment qu'elles sont payées? Il n'y a pas de royalties, il n'y a pas de... On ne connaît pas la franchise. On ne se demande pas comment. Elles sont payées. C'est vrai que la réglementation... Elles sont payées. La réglementation est à revoir complètement. Tout le régime de change
On a lutté. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il y a moyen de savoir quels sont les types d'opérateurs où il y a une prévalence de surfacturation sur les services. Mais moi, je ne dis pas. Les franchises. Allez, moi, je ne dis pas que c'est des prévalences ou là, c'est des sources. Mais en tout cas, quand nous sommes le seul pays au monde, nous sommes en opposition par rapport au commerce international. D'autres pays reconnaissent la franchise, il y a des royalties, et c'est normal. Vous allez faire ça, vous allez me représenter. Voilà comment quand les pays, il y a une transparence. Nous, on n'en veut pas. Vous savez l'archaïsme de la réglementation algérienne. Si vous importez des logiciels de formation, on a des logiciels tout court. Si vous les faites télécharger, c'est le même logiciel. Dans tous les pays du monde, les gens n'apportent plus de support matériel. Eh ben, s'il ne passe pas en douane, la Banque d'Algérie ne transfère pas. Donc il faut l'acheter en CD. Ce qui le rend d'autant plus dommageable. Le CD est plus cher. Justement, ça coûte plus cher. Non, mais ce qui est comique, c'est qu'il y a des gens qui ont importé le régime de change les licences, qui ont importé les licences de téléchargement, les numéros de série, parce que c'est le numéro de série en fin de compte un téléchargement. J'ai aboli les licences où justement pour régulariser leur situation, j'ai aboli des CD vierges. La Banque d'Algérie a transféré les CD vierges sous forme de logiciel ou c'est des biens de téléchargement. C'est un régime archaïque. Et qui pousse les gens à être contrevenants. Peut-être c'est délibéré aussi. C'est l'export. Justement, quand on pousse tous les gens à la délinquance économique, forcément, s'il y a une vraie délinquance, ça se loin là-dedans. Au génie du contournement. Ouais, justement. Au génie du contournement. Mais ça existe même dans les services. Les services, on ne reconnaît pas. Oui. On a des même à l'exportation, même à l'exportation. Mais d'ailleurs, la on exporte très peu de services. Mais aussi, on a des capacités. On exporte des services. Bien sûr, on a des capacités. Non, mais on va dire que la balance, elle est déficitaire. Non, mais bien sûr. Mais avec ce mode. Mais il y a des startups qui ont des marchés, notamment donc, au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais ils se font payer par ailleurs. Parce qu'on leur dit qu'il faut... Le régime de change est décalé par rapport à la... Il y a un décalage énorme. Nous avons une réglementation d'échange qui avantage qui elle veut, elle pénalise les gens qu'elle veut. Administratif. Et donc c'est l'un des dossiers à toiletter complètement, à ouvrir, parmi les priorités des dossiers post-transition. Alors nous savons justement, on revient au fichier des fraudeurs qui indique en tout cas qu'il y a eu quand même des mesures qui ont été prises pour essayer de contrôler ou de dissuader. D'une part dissuader, quand vous êtes dans le fichier de fraudeurs... mais qu'est-ce que vous... Alors, laissez-moi le dire quand même. Alors le fichier des fraudeurs est un fichier qui était donc le fruit de connexion entre les douanes et les banques, donc des données informatisées qui permettaient d'identifier des personnes. Est-ce que c'est un fichier qui finalement a prouvé ses limites? Non, ce n'était pas le cas. Non, il n'a pas prouvé ses limites. Le fichier des fraudeurs, je l'avais dit à l'époque, c'est un instrument justement entre les mains des mêmes équipes pour casser qui elles voulaient, sans passer par la justice. Combien de cas sont avérés foireux en justice où la justice a donné raison à l'opérateur, mais après 24 mois, durant lesquels il est maintenu dans le fichier des fraudeurs. Pendant 24 mois, vous disparaissez, même si la justice vous donne raison. Maintenant, vous pouvez toujours intenter une action pour être dédommagé par les contrevenants réels, en l'occurrence les administrations qui vous ont signalé au fichier des fraudeurs. Mais ceci dit, c'est le trésor. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui ont figuré dans le fichier où il y a eu des erreurs? Il y a toujours une marge d'erreur. Non. Il n'y a que des erreurs. Non, il faut... Je pense que... Non, il ne faut pas considérer que tout le fichier a été alimenté par une banque. Non, pas par une banque, non. Quand même. Et d'ailleurs, dans le fichier, il n'y a pas que des importateurs. Ceux qui ne déclarent pas dans le BOAL sont dans le fichier. Ceux qui émettent des chèques sans provision sont dans le fichier. 60% des entreprises ne déclarent pas au BOAL. Est-ce que 60% des entreprises algériennes sont dans le fichier? L'alimentation de ce fichier ne devait pas se faire de manière discrétionnaire. Moi, j'ai assisté à des cas où la justice a donné gain de cause de l'opérateur. Le fichier parce que ça se trouve dans un sous-sol du ministère des Finances de manière discrétionnaire. Non, peut-être qu'il est géré lourdement. Mais l'accès au fichier... Laissez-le répondre. L'accès au fichier. C'est Abdelrahman, il a demandé sa part. On ne jette pas l'eau avec tous les bébés. Parce que chacun, durant une période de sa vie, a été bébé dans l'eau. Le pays, nous l'avons tous géré. Tous. Je vois beaucoup de... Je ne parle pas de Ali, mais beaucoup de gens qui refont les ablutions. Le fichier national des fraudeurs a été réglementé.
Les accès on n'y accède pas par téléphone. J'appelle pas, on n'appelle pas par téléphone le fichier, et on dit, Monsieur Ali, il n'y a pas, il y a les fichiers, mais il est lourd à gérer. L'entrée peut être rapide, la sortie est lourde. Maintenant, il faut moi, de passage au ministère des Finances, mais pas moi, tout le monde. J'ai demandé à le numériser. J'ai demandé à mettre Mais il était déjà numérisé, non? Non, il était avant moi, mais on a continué à le gérer. Oui. Mais il était avant moi. Mais avant, moi, j'étais dans le secteur bancaire. C'est pas maintenant que je dis non, tout se fait par téléphone. Non, je n'ai jamais dit. Non, attendez. Il est lourd, mais il n'est pas. Il n'est pas lourd du tout. Écoutez, il n'est pas alimenté par téléphone. Encore un mois et on passe à autre chose. Non, mais parce qu'on se coupe mutuellement. Je vais terminer ma logique. Il n'a jamais été alimenté par téléphone. Il a été alimenté par un circuit réglementé. Le fameux circuit réglementé qui permet à n'importe quelle administration d'intenter un contentieux qui n'a rien de contentieux. Qui est le fichier des fraudeurs qui entraîne des incidences bien sûr autres, parce que la douane te bloque l'importation d'assis, te bloque les entrants. Quand vous arrivez dans ce fichier, vous êtes cuit. Le temps que la justice vous rétablisse et dans vos droits, ils disent à cette administration, particulièrement les douanes, ils disent au DCX des fois pour des suspicions de surfacturation de 5-10%. Par rapport à la facture, entre-temps, c'est du 300% qui passe. Mais il disparaît de la scène commerciale et économique pendant quelque temps, le temps de laisser passer le reste. Même la justice qui t'a tu dis la formule exécutoire. Eh bien, la formule exécutoire, il y avait un loustic. Le système avec, eh bien, il n'exécutait pas dans l'immédiat. Le bordereau, même de la formule exécutoire, il est à l'huissier. 3-4 mois, moi, j'ai assisté à des 6 mois. On a compris qu'il y avait des vendeurs, je pense que vous êtes d'accord. La structure est sous-dimensionnée. Allez, ce que je connais parce que j'interviens au niveau du fichier national des fraudeurs, comment il y a beaucoup d'entreprises qui ne déposent pas les comptes sociaux. Ça existe. Les chèques sans provision. Mais ce que je connais, tu as les comptes sociaux. Et donc, la personne, c'est surtout quand elle va au commerce extérieur. C'est là où il a visible. Au niveau interne, ça n'existe pas. Mais au niveau externe, ça existe. Parce que quand il va au niveau du système, il va au niveau du système SIGAD pour faire la déclaration, il voit qu'il est bloqué. Donc, il va s'inquiéter. Donc, il y a un service qui s'occupe, donc au niveau du ministère du Commerce. On va lui dire, voilà, vous n'avez pas déposé les comptes sociaux en l'an 2000 ou 2009, comme ça. Là, ça va donc, pour débloquer, il faut aller au jugement, il faut payer 200 000, 300 000 dinars. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans ce système de fraudeurs? On a quelque sorte de verrouille. On a dit, voilà, si vous êtes, vous, dans une entreprise, et une autre entreprise, où vous êtes donc aussi gérant, vous êtes fraudeur dans une entreprise. C'est toutes les entreprises où votre nom figure qui est bloqué. Ça, c'est un peu, je crois... Exagéré. C'est trop exagéré. Et je vais vous dire une chose. Une entreprise, dont je tairai le nom, pour justement la bloquer, ils ont été cherchés jusqu'en 2000 pour trouver que parmi les membres du conseil d'administration, il y avait quelqu'un qui avait vendu la société, mais qui n'avait pas déposé les comptes sociaux. On a voulu bloquer tous les gens qui sont venus après. Tout le groupe. Et on a utilisé, je vous dire une chose, moi-même, j'ai été voir le secrétaire général de l'industrie pour un ballon d'incendie pour cette entreprise. On m'a dit l'inscrire sur le fichier des fraudeurs. Comment un fichier national des fraudeurs, pas le principe. On empêche quelqu'un de donner l'agrément. Vous voulez dire que c'est un fichier qui a aussi servi à régler les comptes à certains opérateurs. Quand on veut, on règle les comptes. Mais sur les milliers, combien il y a? Vous parlez tous en même temps, c'est juste pas possible. Du moment que sur les milliers, il y a combien? Non, Ali, mais peut-être il faut quand même dire que le fichier, lui, était en poste. Toi, tu étais en poste. Le fichier était également considéré comme dissuasif. L'écrit était tellement fait que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'était prévu pour que les gens qui surfacturent ne fraudent pas. Je vais poser une question 10 000.
Une question de paysan, qui m'a dit, à Douar. Et l'Allemand, Avec sur Comment ça. se fait-il que, moi je suis paysan d'ailleurs de Douar. Voilà. Comment se fait-il que ce fameux fichier censé dissuader, réprimer, Il n'y en a pas de- comme الناس غير هذا القوم qu'on considère aujourd'hui comme عصابة. Mais tu sais pas ce qu'ils sont. Les gros C'est vrai que grosses c'est une question baleines, pertinente, bien ça, hein. c'est comme On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a Suffit dedans, qui Ali. attrape. لا هادو ماهوش Vous savez, le fichier Comment ils national- importants CKD فهمني كيفاش انسان في الفيشيه دي فرودور يدخل لنا الفراي نتاعو CKD. Écoutez, ce fichier a été fait pour les sardines. Les baleines, elles passaient allègrement. Manifestement, il y avait un Alors, mauvais j'ai une maillage. autre question. C'est la LFC 2009 qui a institué le fichier La source national de des tous fraudards. les mots. LFC 2009. Ok, C'est ça, le j'ai piège. vu. On n'a pas encore c'est fait la le bilan de cette LFC. Oui. Alors justement, en parlant des grosses et des petites baleines, il y a aussi d'autres types d'opérations et pas uniquement le montage des usines tournevis. Il y a eu une information qui a été relayée par un média qui reprenait les propos d'un représentant de la société Emirati A'mar, qui est pratiquement la plus grosse de Dubaï, M. Akram Chabou, qui a confié à ce média local qu'en 2018, les Algériens ont acheté 60 tours. Et donc l'équivalent de 60 étages, 2 à 3 à 4 appartements par étage. Les Algériens ont acheté pour 800 villas uniquement par l'intermédiaire d'Ermar. Hein. Donc Acheté là-bas, Yannick, vous voulez dire. acheté à Dubaï pour l'équivalent d'environ 300 millions de dollars. Les investissements à l'étranger, semble-t-il, avoir ce volume hein, qui en fait ne parle que de l'année 2018. Comme le gros des sociétés Laissez-moi qu'on se finir trouve ma là-bas, question. donc c'est ça. Ces investissements-là, ils n'ont pas pu être faits que par les Haddad, les Kouninef, les Tahkout Enco. Là, qu'on s'entende bien, là on est en train de parler de volumes de transfert qui dépassent les opérateurs qui sont, comme vous le disiez, sous la loupe ou sous les projecteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut purger tout le monde? Est-ce qu'on peut purger ou est-ce qu'on peut faire en sorte d'attraper toutes ces personnes qui ont... Pourquoi vous estimez que ça dépasse ces gens-là? Vous savez, vous avez parlé de 800 biens en tout, là. C'est ça? 800, oui, Vous savez que- 800 villas, 800 Ouais, villas et 60 tours. Vous savez que des gens, ils n'achètent pas pour habiter à Dubaï. Quand vous faites des transferts... Oui, c'est pour louer, Oui, non. quand vous faites des transferts sur Dubaï, des transferts frauduleux, bien sûr, les surfacturations, certaines même commissions de corruption, Dubaï est devenu la blanchisserie numéro 1 depuis que Panama, Liechtenstein ou même les Occidentaux, ils sont d'accord pour ça. Ils ont envoyé chez un petit... C'est pas que l'Algérie qui est touchée, Non, d'ailleurs. ceci dit, non, les Occidentaux ont toujours besoin d'un paradis fiscal. Pour ne pas se ridiculiser, mais comme le gros de la surfacturation vient de là-bas. Et encore, c'était facile de repérer la surfacturation. Je trouve pas que l'origine de la facturation, à peu près qui fait quoi. Oui. Mais qui il faut qu'il les place, il faut qu'il les blanchisse aussi dans autre chose. Donc il peut acheter une vingtaine, une trentaine de villas par personne. Et premièrement pour les relouer, deuxièmement il passe par des sociétés civiles immobilières et d'autres offshore parce qu'ils font comme les poupées russes de manière à égarer la trace. Il fait tout le tour pour pouvoir acheter justement des biens immobiliers à Dubaï. Et il faut aussi se dire que la société A'mar qui est impliquée dans certains trucs les oblige des fois à prendre en bien ce qui leur revient en commission de droit. Donc, il faut considérer c'est du troc, quoi. faut considérer que les places dont vous parlez, Dubaï, mais il n'y a pas que Dubaï, il y a Istanbul, il y a l'Espagne à côté de nous. Le patrimoine immobilier est en grande partie un patrimoine de blanchiment. Non pas des Algériens, mais du interne et en monde. externe. Mais du monde. Du monde entier, oui. En interne et en externe. Et d'ailleurs, certaines choses viennent de ce qu'on appelle les pays non coopératifs au GAFI et du maladet d'Arabie, ce qu'on appelle les paradis Fiscaux. Paradis fiscaux. Donc, diminuons un peu. Nous ne sommes pas les plus... ceux qui... non, diminuons un peu. Moi, j'ai exercé des responsabilités où j'ai vu de près les paradis fiscaux, comment ils fonctionnent, les GAFI, quand vous êtes noir dans le GAFI, et j'ai vu les jeux des uns et des autres pour maintenir ces choses, parce que les planètes sont une tuyau d'échappement. Donc ça peut se faire. Maintenant, donc après, la responsabilité n'est pas à mettre sur le compte de la Banque d'Algérie ou mais vous des dites, autorités est-ce qu'on peut monétaires. laisser les choses comme ça? Non. Après la période de transition, dès qu'on a une légitimité forte, il faut réouvrir les dossiers. Voilà. Maintenant, Il faut réouvrir les dossiers. D'ailleurs, partout dans les pays qui ont connu une grosse transition, je parle de la Tunisie, je parle de l'Égypte, on a réouvert les dossiers tranquillement, pas sous la pression,
Et on a dit, les données existent, les instruments de contrôle sont là. Et on a dit, monsieur, oui, durant votre parcours, durant les 10 dernières années, il y a une faille ici, une faille ici. Quelles sont les sources? Je parle un peu sur le contrôle de mes... Quelles sont les sources? La surfacturation, il est clair, des équipements, comme l'a dit Ali, la matière première, on peut plus ou moins, à travers la loi de Pareto, les prix de transfert. On peut plus ou moins... Quels sont les gros importateurs en Algérie? Moi, j'en connais deux, au moins. C'est Sonatrach et Sonelgaz. À eux deux, c'est à peu près 12 ou 13 milliards de dollars d'importation. Oui. Vous avez aussi des privés qui importent jusqu'à 700 millions de dollars. Vous imaginez 700 millions de dollars. Vous parlez d'activité de production. D'activité de montage. Pour vous dire, pour l'assemblage, SKD, c'est pas des vêtements, hein. C'est pas des vêtements. C'est du matériel. Notamment donc, dans l'électronique grand public, tout ce que vous voulez, l'électroménager, tout comme ça. Mais l'économie a besoin d'importer. 700 millions de dollars. Oui, mais avec des exonérations. Avec les évidemment, c'est plus écoutez, si l'Algérie... c'est un modèle économique qui a fonctionné sur l'importation. Il avait parlé de Bograt Halou. C'est vrai que chez nous, tout le monde, c'est-à-dire certains, se sont enrichis d'une manière honteuse. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, la surfacturation vient de là. Elle vient des sources de corruption. On connaît toutes les affaires liées à Sonatrach, Saipem et tout, qui sont Panama Papers, le ministre de l'Industrie. Je vous dis une chose. On a eu le syndrome de la minoterie pendant très longtemps. Et tout le monde était impacté. On connaît deux syndromes en Algérie, le syndrome hollandais et le syndrome de la minoterie. Oui. Eh bien, avec les plus intelligents que nous avions eus, notamment M. Bouchouareb, on a eu le syndrome de la cimenterie. Pourquoi on passe de 18 millions de tonnes avec des projections? Pourquoi toutes ces cimenteries? Pourquoi? Ça obéit à quoi? Qui a donné ces cimenteries? Aujourd'hui, nous allons bouffer le ciment. Nous allons bouffer le ciment. Pourquoi? Parce qu'il a donné des cimenteries pour une production de 45 millions de tonnes, alors que les besoins sont de 22 millions de tonnes. Combien Lafarge a exporté du ciment? Ou d'ailleurs, ça s'est fait sous l'autorité, sous l'égide du ministre. Et c'est l'impunité. Ils ont exporté à 16 € la tonne. Vous savez, 16 €, c'est pratiquement 2000 dinars la tonne. Oui. Vous connaissez, vous, du ciment en Algérie à 2000 dinars la tonne, à 200 dinars le quintal. Il y a des factures à 16 €. Mais dites-moi, quel est le rapport entre ce que vous dites avec les transferts illicites? Avec transfert illicite, pourquoi? S'il n'y a pas d'intérêt quelque part, pourquoi on donne des agréments de cimenterie? Vous considérez que parce que les cimenteries, c'est 300 millions de dollars. Si on prend 10%, c'est 30 millions de dollars. Qui a pris les 30 millions de dollars? C'est ça la question qu'il faut poser. Parce que quand on... Et surtout chez nous, le plus grave, c'est l'impunité. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il fait, il vole, il détruit, il casse et il part la fleur dans l'arbre. Donc vous pensez que les orientations économiques à certains moments ont visé le transfert illicite? Bien sûr, parce qu'il y avait des gens, et en Algérie, il y a des hauts responsables. Je citerai le Premier ministre et le ministre de l'Industrie qui ont dit l'Algérie c'est nous. Non, les projets ne servent que comme véhicule pour, effectivement, les deux véhicules, c'est les importations et les marchés publics. Les marchés publics, ça peut de l'école. Bon, nous sommes en période de transition, je pense qu'il ne faut pas qu'on en rajoute. Le moment venu, il y a des responsabilités institutionnelles. Moi, d'ailleurs, dans le temps, j'ai toujours plaidé en faveur d'une cour de discipline budgétaire. Parce que on se trompe sur un dossier d'importation, on est dans le FNF, le fichier national des fraudeurs, on prend une décision qui fait perdre au pays des milliards, qui m'a le financement, et il faut aussi une responsabilité institutionnelle, c'est ce qu'on appelle la redevabilité. Je suis ministre, je suis douali, quand je me trompe d'un petit dossier, quand je me trompe d'une politique publique qui a eu des dégâts, il faut que j'en rende compte. Et la redevabilité, ça fait effectivement, moi je suis un patriote du pays, ça fait 8 mois que j'ai écrit à un ministre,
personnellement, en tant qu'expert, en tant que Lequel ministre. Quel ministre Le nouveau, l'ancien L'ancien, d'accord, ok. L'ancien, les anciens, on était encore en période calme. D'accord. Pour lui dire, ouvrez dans un colloque le débat sur les CKD et les SKD. Faisons le bilan des voitures qui sont importées en détaxe et qui coûtent 1,5 fois plus. Ouvrez le débat, ne laissez pas ouvrir le débat. Abdelrahman, il y a un début. Avant de passer les dossiers à la justice, Oui, s'il y a. Mais des grands dossiers comme ça, les concessions agricoles, l'industrie automobile, il y a des dossiers qui sont suspects. Oui. Ouvrons le débat. Mais dans les faits, les gens ne sont pas sortis dans la rue contre des opérateurs économiques véreux. Ils sont sortis contre un pouvoir politique véreux. Maintenant, à partir du moment où on considère qu'il y a une bande organisée d'opérateurs économiques qui a attaqué, je ne sais pas, une forteresse vertueuse ou Fessedouha, là, on a tout faux. Là, à partir de là, nous sommes en train de dire, voilà, je venais comme les futures victimes, bouc émissaires d'une opération manipulite, il y a une version tiers-mondiste, et un troupeau. Moi, je considère que si les hommes politiques qui se sont impliqués d'une manière ou d'une autre, par voie de réglementation, par voie de législation ou de décision dans n'importe quel vaccin, c'est les premiers à passer à la casserole. Parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce genre d'histoire, l'histoire de Khalifa, le scandale du siècle, eh ben, ça préparait d'autres scandales du millénaire. Bien sûr. Par contre, si il gagne le scandale du siècle, il a eu une belle carrière pour préparer le reste des scandales. Je regrette, Harry. Je vais vous dire, vous pensez que c'est une forme de diversion Évidemment, c'est toujours les mêmes qui Beaucoup de gens ne le savent pas. L'un des effets collatéraux de Khalifa pour les exportateurs, c'est quoi? C'est l'ordonnance 310. Qu'est-ce qu'elle dit après l'affaire Khalifa? Toute bonne foi est rejetée pour l'exportateur. Un petit qui exporte 10 tonnes de date et que la bonne foi est rejetée. Donc, très mal. Est-ce que je dis? Il est clair qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Pour exorciser, en quelque sorte, on a besoin de faire un bilan. On doit avoir une obligation, une responsabilité à restituer. La LFC 2009, j'ai plusieurs fois dit, elle nous a coûté de l'argent, beaucoup plus qu'autre chose. Personne n'a fait le bilan. On a cassé l'industrie. On a eu des potentats à la tête de certains ministères qui ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont cassé qui ont voulu. Je vais vous dire une chose. On a parlé de l'importation des équipements. Nous avons donc 2 usines de trituration. L'une, elle ne descend pas. L'autre, elle est en mode d'installation diesel. Quand vous dites, expliquez aux gens, quand vous dites qu'elle ne descend pas, c'est-à-dire que le matériel est bloqué. Il est bloqué. Voilà. Alors, c'est un investissement autorisé par l'ANDI. OK. Je connais bloqué. Quelqu'un qui n'a pas qualité pour le faire, un directeur du port. Voilà. Je parlais du projet de trituration des graines oléagineuses de Cévital versus le même projet quand nous donne, PGC. Nous, on veut bien croire, nous, on est respectueux de l'État. Mais qu'on nous dise pourquoi. Il y a aussi autre chose, c'est des usines de trituration. Moi, j'aimerais bien connaître, de savoir quel est le prix d'acquisition de l'un et de l'autre. Et on verra tout de suite. Il y a de l'ordre à mettre une fois après la légitimité. On rappelle que l'opérateur dont vous parlez... Non, parce que... Oui, je rappelle c'est après la légitimité. Oui, mais il faut rappeler aussi aux gens qui nous suivent que le patron, le PDG de Cévital a été entendu par une brigade de la gendarmerie par rapport à un autre projet qui est celui de Evcon. On en saura sûrement davantage les jours à venir, puisque le projet Evcon serait aussi bloqué, enfin le matériel de cette usine est aussi bloqué au niveau des ports. Il me reste 10 minutes, me dit-on, dans l'oreillette, et j'ai encore 2 questions pour vous. Pour faire suite de ce que nous sommes en train de dire actuellement, voilà, nous sommes dans une situation difficile où les gens appellent à une justice. Force est de croire qu'alors d'une part le chef d'état-major dit qu'il faut juger les corrompus, d'autre part les corrompus et les corrupteurs aussi. Plusieurs personnalités aussi demandent à ce que justice soit faite, mais force est de croire que pour l'instant l'unique personne qui a été exposée et inculpée d'ailleurs, c'est le patron de l'ETRHB. Comment, en quelques mots, si c'est possible chacun, expliquez-vous cela. Comment se fait-il que les autres opérateurs qui sont fortement dans la suspicion, je pèse mes mots, ne sont actuellement ni appelés, ni entendus, ni... Non, ça, attention, ça, d'abord vous parliez, ce dont vous parliez n'a pas été mis en prison pour des dossiers
de malversation économique. Infraction à la législation d'échange. C'est une petite chose. Non, Infraction à la législation donc, d'échange. oui, il faut que la justice dispose de ces dossiers. Les instances de contrôle, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, l'Office de répression de la corruption, parce qu'il y a un office central. Les dossiers qui sont ficelés, on nous dit qu'ils étaient bloqués. Les dossiers peuvent s'ouvrir. Il faut les ouvrir et commencer un processus judiciaire dans des conditions de non-précipitation. Ouais. Mais la justice peut commencer maintenant, parce que personne ne bloque maintenant. La justice n'attend pas qu'on élise un président de la République. La justice et les instances de contrôle, le gouvernement, peut commencer. Mais il faut que l'assainissement de ces dossiers se fasse dans la sérénité. Dans la sérénité. C'est pire de encore maintenant faire des règlements de compte, parce que nous ne sommes pas tous aussi. Tout le monde maintenant estime qu'il est propre. Il faut éviter un deuxième règlement de compte via des choses précipitées. Donc la justice, les instances de contrôle sont là, les dossiers s'ouvrent, les données, et puis la justice doit travailler à un rythme qui est le rythme judiciaire et pas un rythme politique. Je suis pour disqualifier, franchement, je suis pour disqualifier donc, certains procureurs. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quelqu'un qui a courbé les chines, qui a oublié au téléphone, qui n'a pas d'éthique, qui ne répond pas justement à cette fonction justement de justice, qui a pratiqué l'injustice au nom de la justice. Tout à fait. Et au nom du peuple. Comment un qui va se recycler? Je suis contre, franchement, que quelqu'un et puis, ça ne s'est pas fait sans rien. Il y a des... Donc, Anna, je te rejoins sur une chose. Pas de chasse aux sorcières. Restons dans la légalité. Pas de chasse non plus aux juges. Puisque, voilà, pas de chasse. Mais c'est difficile de dire demain relever un magistrat de ses fonctions. Mais écoutez, il y a une éthique. Parce qu'il y avait une autorité. C'est des gens assermentés devant Dieu, d'appliquer la justice et qui ont appliqué l'injustice, ils doivent d'eux-mêmes s'éliminer ou être éliminés par les... Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'assainissement du champ économique avant l'assainissement des institutions. Yes. Parce que c'est les institutions qui ont vicié le champ juridique déjà Absolument, avant de passer au champ économique. Ces justiciables que sont les opérateurs économiques, à la limite, un empêchement de quitter le territoire est suffisant. Mais par contre, les partis qui doivent juger et repréciser, recalibrer l'économie algérienne et le droit algérien, il faudrait assainir toutes ces parties parce que jamais personne n'aurait pu contourner le droit si les gens censés le garder n'étaient pas complices ou bien pour le moins inopérants. Une dernière question en 3 minutes, messieurs, si possible. Retour sur la planche à billets. Il faut rappeler qu'une information a marqué aussi défrayé l'actualité. C'est les cadres de la Banque d'Algérie qui disent, sans le dire, que c'est les conseillers sous Abdelmalek Sellel qui ont initié la solution de la production monétaire à l'époque, mais de manière contenue. Ils disent également que qu'ils ont communiqué leur refus de cette solution à l'ancien ministre Abdelmalek Sellel. Ils ont également communiqué le refus de cette solution de planche à billets à Ahmed Ouyahia. Et c'est entre les lignes, en tout cas, c'est ce que l'on comprend à travers le communiqué qu'ils ont rendu public. C'est Ahmed Ouyahia qui a ouvert le robinet d'un financement limité dans le temps, mais pas limité dans le volume. On ne sait pas combien on va produire de monnaie. On sait qu'on va en produire pendant 5 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les responsables qui ont pris la décision d'ouvrir ce robinet, sachant que dans 2 ans, l'Algérie a de fortes chances d'être à court de réserves de change, doit être également jugé et donc doit aussi rendre des comptes, doivent rendre des comptes de cette décision? Ce dossier est par définition l'un des grands dossiers à responsabilité institutionnelle. C'est un dossier qui a été géré avec un entêtement et un excès. Le gouvernement n'a écouté personne. C'est une solution facile, mais risquée au maximum. Et puis il y a une responsabilité du Parlement qui a voté rapidement la fin de l'article 45 a été charcuté, puisque ni limite dans le temps, une limite de 5 ans, c'est la folie, ni limite dans la quantité à produire. Et donc c'est un dossier extrêmement... dans lesquels la responsabilité... Dangereux pour les dangereux. Donc maintenant, il faut le traiter. C'est pour ça qu'il faut un gouverneur.
Il faut traiter, d'abord geler. Y a-t-il possibilité de refermer le robinet? Oui. Non. D'abord ne pas continuer à ouvrir, parce que nous avons 6 000. Donc il y a une partie qui a été stérilisée. Allez-y pour la stérilisation. Il y a près de 3 500 qui ont été mis à consommation. 3 500 milliards. Voilà. Et 3 500 milliards ne sont pas encore complètement injectés. Donc, ils ne sont pas injectés dans l'économie. C'est la moitié qui a été injectée. Pas injectée dans l'économie encore. C'est un peu la moitié. Elle a été gelée par des processus. Donc, regardez avec la Banque d'Algérie en relation pour ne pas les consommer complètement. Un. Et deuxièmement, remettre l'article 45 parce qu'il détruit l'autonomie de la Banque d'Algérie. Et détruire l'autonomie de la Banque d'Algérie en matière financière, c'est détruire la base d'un financement. Moi, je ne crois pas du tout à la Banque d'Algérie. Franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Moi, je sais une chose, je ne sais pas si Abdelrahman a fait partie de la task force. Je pense que c'est elle qui a été impliquée. Je ne sais pas quels sont les membres de cette task force, parce qu'on dit que c'était ces experts donc, qui ont dû une erreur. Je crois qu'à l'époque, c'était Sled, je crois. Le PM. Non. Moi, j'ai quitté le gouvernement en 2016, 5 juin. La task force est formée d'Algériens. La task force, d'abord, mais on lui impute la responsabilité. Que nous avons construit les trajectoires budgétaires. Et on a mis des budgets qui sont soutenables. On a mis 6 000 milliards maximum. Le budget de 2018, 8 500, 2019. Il y avait un modèle économique qui accompagnait. Donc il y avait un modèle de croissance. Et puis les gens ont réfléchi. Mais celui qui décide, ce n'est pas la task force. Et là, l'entêtement est un entêtement de responsables au plus haut niveau. Farhat Aït-Ali, le dernier mot. Moi, je vais remonter jusqu'à cette fameuse task force parce que mon modèle économique, à l'époque, j'avais dit que c'était de fumisterie. Ceci dit, non, mais le but, c'est de comprendre celui qui a décidé de. Et la Banque d'Algérie, déjà, ils sont malvenus de remonter à la task force en passant au-dessus de la tête du Premier ministre, le dernier en date. Celui qui, justement, est allé à l'Assemblée présenter ce truc. Deuxièmement... Et tout le monde a applaudi. Il y a 2400 milliards de dinars qui sont partis en résorption des déficits budgétaires, en financement des déficits. Tout le reste est parti en financement des dettes antérieures parce que, oui, à l'époque, ils pensaient que toutes les dettes dispersées, disparates du Trésor allaient être rachetées par la Banque d'Algérie avec Wakilel, il dit t'as marqué pour la Banque d'Algérie, c'est une boîte d'émission, c'est une imprimante, parce que quand on paye la Sonergaz, la Sonatrach, les banques primaires, parce qu'il y avait à peu près 1200 milliards de dinars d'endettement du Trésor envers les banques commerciales de la place. Moi j'ai de l'argent. C'est comme quelqu'un qui découvre un carnet de chèques où il commence à signer son provision, il rachète tout. Enfin, il faut rappeler quand même que les derniers temps, le gouverneur s'est tenu quand même à communiquer, en tout cas vers la fin de son mandat, il y a eu une volonté de communiquer davantage sur ce qui est fait avec cette production monétaire. Ça à la mauvaise partie. Mais le processus est engagé avec une responsabilité conjointe. Et donc le processus engagé, il faut l'arrêter. Et puis ne plus y recourir. Et puis corriger. Mais ça, c'est un processus, encore une fois, l'une des plus grosses fautes institutionnelles que l'on ait commis à l'égard de la nation. Merci Abdelrahman Ben Khalfa. Une information. Pendant les 2 décennies, on a donc exporté pour 870 milliards de dollars et on a importé pour 654 milliards de dollars pendant les 2 décennies. Il parle du recul. Vous parlez donc. C'est le chiffre, je pense, traduit à peu près l'ensemble du débat que nous venons d'avoir. Merci Ali Bey Nasri. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat riche et animé. Abdelrahman Ben Khalfa, conseiller en finance et ancien ministre des Finances. Ali Bey Nasri, président de l'Annexal, de Farhat Aït-Ali, analyste financier. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle thématique. Revoyez le replay sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Sinon, demain sur notre chaîne entre 11h et midi. Très bonne soirée à tous. Merci.